Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à nouveau pour votre émission Le droit de savoir, une émission, vous le savez, à vocation pédagogique dédiée au secteur financier, coproduite par Astrée Avocats et Vovox Media. Association agréée banque assurance, un exercice professionnel sous l'œil affûté de nouvelles vigies, c'est le titre de notre nouvelle émission. Cette émission est sur le dispositif d'autorégulation du courtage d'assurance et bancaire introduit depuis le 1er avril 2022 par la loi du 8 avril 2021. Cette législation a imposé aux courtiers et à leurs mandataires en assurance et en banque de rejoindre des associations professionnelles agréées par la CPR afin de les accompagner dans un premier temps dans l'exercice de leur métier et puis pour ce qui concerne leurs conditions d'exercice, à vérifier leur capacité professionnelle, la réalisation de leurs obligations de formation continue. 3 ans plus tard, l'entrée en vigueur de cette législation, il nous est paru utile de faire avec vous ce point sur les conditions dans lesquelles ces associations se sont constituées, sur comment elles ont organisé leur activité et exécutent les missions qui leur ont été conférées par le Code des assurances d'un côté et par le Code monétaire et financier d'autre part. Bien sûr, cette émission sera également l'occasion pour vous tous de prendre connaissance des recommandations ainsi que des actualités concernant ce dispositif d'autorégulation du courtage, d'assurance et bancaire. Dispositif qui occupe une place primordiale dans vos activités de courtier d'assurance et de courtier en opération de banque et services de paiement. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Daisy Facchinetti. Bonjour Daisy. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes secrétaire générale de l'association agréée Endia. Exactement. Endia, on dit Endia. Endia, ok. Association agréée pour l'activité de courtage d'assurance et du courtage d'opérations de banque et de services de paiement. Et bien sûr, Isabelle Monalafa. Bonjour Isabelle. Bonjour Daisy. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes avocate associée, fondatrice d'Astrée Avocats. On va faire un petit tour de piste, enfin un grand tour de piste, 3 ans après, Isabelle Monalafa, ou plutôt, avant de commencer, on va faire quand même, on va donner la parole à Daisy sur la présentation en quelques mots ou en quelques chiffres d'Endia. Ok. Endia, c'est une association loi 1901 qui a été créée uniquement pour la réforme du courtage. Elle est née de la vocation de 3 organisations préexistantes, donc Planète CSCA, le syndicat des courtiers, l'APIC, l'association des professionnels des intermédiaires en crédit, et le GCAB, le groupement des comparateurs en assurance et banque. Donc en fait, ces 3 organisations se sont regroupées et ont créé Endia. On retrouve d'ailleurs au sein du conseil d'administration ces 3 organisations. D'accord. En parlant du conseil d'administration, du coup, complète ce dispositif, du coup, des représentants de nos adhérents, élus parmi des catégories de courtiers. Donc, ça peut aller des courtiers grossistes, courtiers de plus de 20 salariés, courtiers moins de 20, courtiers en opération de banque. Enfin, voilà. Il y a 9 catégories. 9 catégories. À ça s'ajoute un président, du coup, qui est une personnalité qualifiée, mais extérieure au monde du courtage, donc qui n'est plus en activité. Et pour donner quelques chiffres à aujourd'hui, donc pour l'année 2025, puisque l'adhésion à Endia s'entend par année civile, donc nous avons enregistré 12 500 adhérents, donc entités juridiques adhérentes d'Endia, pour un peu plus de 18 000 catégories d'adhésion. Et en parlant de catégories d'adhésion, on est sur à peu près 6 300 adhésions de courtiers en assurance uniquement, donc qui ont cette seule activité, un peu plus de 6 000 adhésions de mandataires d'intermédiaires en assurance, dont 2 500 qui cumulent la partie assurance et la partie courtage en crédit, enfin mandataire d'intermédiaire en crédit. Et donc pour l'adhésion d'Endia, c'est une adhésion par année civile, donc 1er janvier, 31 décembre. D'accord. Calculer, il faut quand même parler du tarif d'adhésion, sur le chiffre d'affaires N-1, net de rétrocession, donc on ne compte pas les mandataires. Et donc dans cette adhésion, ça inclut la médiation, aussi bien pour l'assurance que pour le crédit. Donc c'est une médiation quasi automatique. Donc c'est la médiation de l'assurance pour la partie assurance et ANM Conso pour la partie OB. On aura l'occasion d'y revenir. Vous vouliez rajouter un petit détail peut-être dans le dispositif qui est propre à chacune des associations, il y a aussi la commission disciplinaire qui intervient quand pour une non-conformité ou un non-respect des statuts. Et donc là aussi, elle est présidée par une personnalité qualifiée. Et alors, la commission disciplinaire n'a pas de pouvoir de sanction, mais elle peut prendre néanmoins différentes décisions, donc de l'avertissement à la radiation, qui peut entraîner, le cas échéant, une radiation de l'ORIAS, puisque c'est une condition d'immatriculation au même titre qu'une ERC Pro pour un courtier, par exemple.
Alors, on va évoquer ce cadre, hein, le cadre général du dispositif d'autorégulation. Isabelle, est-ce que vous pouvez rappeler à tous ceux qui nous regardent un petit peu le schéma global, le cadre et les enjeux? C'est une réflexion qui est portée par le secteur depuis de très nombreuses années, et la volonté historique exprimée par les pouvoirs publics d'une part, mais aussi par le secteur lui-même, c'était historiquement de se dire on est quand même très loin de ces populations très éclectiques, très disséminées dans la France, pour beaucoup des monos-entreprises, des auto-entrepreneurs, hein, des gens qui travaillent seuls. Donc la première volonté du législateur, mais sur l'impulsion des organisations professionnelles, c'était de dire il faut qu'on ait davantage d'encadrement et davantage de services auprès de ces acteurs de proximité qu'on connaît pas bien et que l'on identifie mal en fait sur ce secteur. C'était la première vertu et la première volonté du législateur et des organisations professionnelles. Et c'est ce que disait Daisy d'ailleurs, elles ont été à l'origine de la construction de beaucoup d'associations professionnelles agréées. Ensuite, il y avait aussi une volonté de confier au secteur, finalement, son autorégulation. C'est-à-dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, c'était un peu l'idée. L'idée de dire qui, à part les professionnels, ou qui mieux que les professionnels, est capable de comprendre et de porter des solutions pour respecter les règles de conformité. C'était la deuxième idée. C'était vraiment de s'auto-réguler et de se prendre en main. Hein. Et il y avait aussi une troisième vertu, une troisième volonté, c'était la formation. C'était vraiment l'idée de se dire, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les encadre et il faut qu'on les fasse monter en compétences. Hein. C'est ces trois sujets-là qui ont donc généré le vote d'une loi le 8 avril 2021. Alors ça a été un peu dans un cavalier législatif parce qu'on l'a appelé réforme du courtage, démarchage téléphonique. Alors, il y a des gens qui ne comprenaient pas très bien ce que venait faire l'autorégulation dans le démarchage téléphonique. Bon, hop, on a mis tout ça dans une loi. Et donc, elle est entrée en vigueur le 1er avril 2022. Alors, très schématiquement, un dispositif, effectivement, comme l'a dit Daisy tout à l'heure, où chaque courtier d'assurance et ses mandataires, courtiers en opération de banque et leurs mandataires, donc il y a des courtiers qui ne sont pas obligés d'adhérer, les courtiers issus de la banque, les courtiers issus des sociétés de gestion, les courtiers qui sont issus du secteur financier, et il y a des mandataires qui ne sont pas non plus obligés d'adhérer, les mandataires d'assureurs, les mandataires d'agents généraux, les agents généraux qui ne sont pas non plus dans le dispositif. C'est que les courtiers et leurs mandataires d'assurance et les courtiers en opération de banque et leurs mandataires qui sont obligés de rejoindre. Alors, une des maintenant 7 associations agréées par la CPR, on y reviendra, tout à l'heure, et ces associations, effectivement, elles sont agréées par la CPR, elles sont aujourd'hui aussi, j'allais dire, supervisées, régulées par la CPR, elles sont encadrées par la CPR. La CPR n'a pas fait que les agréer, elle les suit, ces associations. Alors, quels sont effectivement les grands points? D'abord, pour pouvoir exister, être agréées, elles doivent être représentatives. Hein. Elles doivent avoir des critères de représentativité pour pouvoir être agréées. Alors, elles ont été agréées historiquement avec des délais, certaines qui n'avaient pas ces critères de représentativité. Alors, il faut avoir en adhérant 10% du nombre d'adhérents, du nombre de personnes inscrites à l'ORIAS dans l'année qui précède, effectivement. Alors, à l'époque, c'était l'agrément, c'était 1er avril 2022. Là, maintenant, c'est qui précède, en fait, l'année de contrôle, en fait, quelque part. Et si on est déjà agréé pour une profession, alors c'était le cas des associations professionnelles de CIF qui étaient agréées par l'AMF. Ces associations-là ont dû simplement réunir 5% effectivement des adhérents et non pas 10%. Hein. Okay. Historiquement, quand les associations ont été agréées, en réalité, eh bien, les critères de représentativité n'étaient pas atteints pour beaucoup d'entre elles, puisqu'elles se constituaient. Comme l'a dit tout à l'heure Daisy, c'était le cas d'Endia de rien, donc elles n'avaient pas d'adhérents. On leur a donc donné 2 ans pour pouvoir atteindre ces critères. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'a aussi demandé la CPR, parce que c'est le texte du Code des assurances et du Code monétaire et financier qui l'a exigé, c'est qu'elle puisse disposer de moyens humains et financiers, et ça, c'est assez contrôlé, pour pouvoir justifier des missions qui leur sont imparties. C'est-à-dire, il faut qu'elle dispose de ressources humaines, il faut qu'elle dispose de moyens matériels et financiers, à même de pouvoir, effectivement, remplir toutes ces missions. Alors, quelles sont-elles, ces missions? Il y a d'abord des missions de vérification. Je crois que c'est un gros travail dont nous parlera tout à l'heure Daisy. Mission de vérification. Le spectre des associations d'autorégulation est limité à la vérification des capacités professionnelles d'exercice et des conditions d'exercice. Donc ce sont les diplômes et la formation initiale. C'est l'assurance de responsabilité civile professionnelle, tout ce qui est statutaire, le dispositif de garantie financière pour ceux qui enregistrent, qui encaissent des fonds, et puis honorabilité bien entendu. Et puis ensuite la formation continue qui est évidemment le pendant
de l'exercice, c'est-à-dire qu'on doit avoir des capacités à l'entrée, on doit aussi les maintenir dans le cadre du suivi de son activité. Donc, à la différence, je le dis, des associations qui sont en co-régulation de l'AMF, qui, elles, effectivement, sont d'abord délégataires d'un service public de contrôle et qui contrôlent toute l'activité, donc le devoir de conseil, la lutte anti-blanchiment, les documents d'entrée en relation, les procédures, les conflits d'intérêts. Ce que, pour l'instant, les associations agréées par la CPR en autorégulation n'ont pas la mission de faire. Elles ont des missions de pure vérification. En fait, leur seconde mission, c'est de la pédagogie, c'est de l'accompagnement. On va en parler d'ailleurs. C'était historiquement ça. Donc, en fait, c'est un peu le deuxième service sur lequel les associations se construisent et actuellement offrent de plus en plus de services. Il y a un troisième service, c'est la mission de médiation. Daisy en a parlé. Et puis, enfin, elles sont aussi aujourd'hui le représentant de la profession dans les dialogues avec les autorités. Donc, finalement, les associations professionnelles agréées, j'allais dire, en parallèle des syndicats, sont des interlocuteurs privilégiés, choisis par les autorités pour justement traiter des questions. C'est de l'autorégulation, donc elles sont moteurs pour proposer des solutions, je le dirais, opérationnelles en matière de conformité, et les autorités sont censées dialoguer avec elles de façon constructive pour que ces solutions soient les solutions de place. Daisy et Isabelle viennent nous expliquer l'historique un petit peu de la création de l'ensemble des associations qui ont, vous avez raison de le rappeler, Isabelle, été constituées de toutes pièces, un peu from scratch. Pour NDIA, ça s'est passé comment en fait cette création Comme toute création d'entreprise, c'était un peu bouleversé. Il a fallu recruter, trouver un système d'information, outre la partie agrément et statutaire. Mais c'est une vraie création d'entreprise. Une fois l'agrément délivré, du coup, en mars 2022... Il faut trouver des locaux, il faut trouver des collaborateurs, des outils informatiques. Voilà, sachant que l'agrément a été délivré en mars 2022 pour une ouverture des adhésions facultatives, la première année, dès le 1er avril. Donc tout ça s'est fait un peu au pas de course. Et avec des ressources la première année ? Oui, puisque du coup, il faut accompagner les adhérents sur le système d'adhésion. Donc, on n'a pas fait de vérification les premiers jours, qu'on s'entende. Mais néanmoins, il faut les accompagner, leur expliquer ce que c'est la réforme, pourquoi ils doivent adhérer, puisque du coup, c'était quand même assez nouveau pour tout le monde. Et tout ça doit se faire aussi pour la traçabilité et les archives sur un système d'information. Donc, finalement, on est vraiment dans une structure, une création d'entreprise. Donc, un recrutement étalé, je suppose. Exactement. Nous, régime progressive. On l'a étalé au fil des mois, et puis il faut quand même pas oublier qu'à l'été, donc on avait démarrage d'adhésion, il y a eu un recours à l'été où nous, NDIA, le conseil d'administration d'NDIA a fait le choix de tout arrêter. C'est-à-dire, on a continué les adhésions, mais même si on invitait nos adhérents à patienter, mais on a stoppé les recrutements, stoppé les développements informatiques en attendant, pour ne pas dépenser des ressources si finalement le recours aboutissait à une fin de la réforme. Un recours devant le Conseil constitutionnel pour nos auditeurs, qui ont initié à l'époque sur la légalité de ce dispositif. Et donc, dès l'automne, une fois que le recours finalement était... la réforme du courtage a été maintenue, et bien là, du coup, on a repris. Ça a bouleversé néanmoins le renouvellement en RIES de 2023, donc fin 2022, début 2023, puisque du coup tout ça s'est réouvert, et encore une fois, pas de course. Nous, on avait un système d'information qui permettait les adhésions, mais qui n'était pas finalisé, du coup, compte tenu de ce stop and go. Idem sur les recrutements, donc tout ça s'est étalé. Donc 2023 était une année un peu particulière, mais heureusement, 24-25, et donc le dernier renouvellement d'adhésion pour nous, et le renouvellement en RIES, c'est beaucoup mieux passé. Et dans un premier temps, compte tenu de tous ces aléas, nous, on a choisi de prioriser d'abord l'adhésion des courtiers de leurs mandataires pour pas les pénaliser à leur RIES, puisque du coup, ça devenait une condition d'immatriculation. Et c'est que dans un second temps, à partir de 2023, une fois que les recrutements aussi se sont étalés, notamment sur la partie vérification, parce que nous, on a recruté des juristes, où on a pu commencer finalement... les premières vérifications. Donc, en principe, c'est la vérification de tous nos adhérents dans un délai de 5 ans. Donc, si on ramène ça, ça fait 20% par an. 20% des adhérents. Voilà. Et ces vérifications, comme l'indiquait Isabelle, du coup, sont le fruit d'échanges avec l'autorité de contrôle et les autres associations pour avoir une grille commune entre toutes les associations, qu'il n'y en ait pas une qui soit mieux disante. Tout le monde applique la même grille. Voilà, comme ça, on a une doctrine commune entre tous.
entre toutes les associations, et ça a permis aussi des échanges sur des points de doctrine et puis d'interprétation. Et en complément de ces missions d'adhésion et de vérification, on a aussi pour mission d'accompagner nos adhérents. Donc c'est de l'accompagnement tant explicatif, pédagogique, sur différents thèmes qui sont dans le cadre de nos missions, et comme le disait Isabelle tout à l'heure, sur la formation, nous on a fait le choix de ne pas internaliser, mais de faire appel à des partenaires qui ont un savoir-faire pour proposer à nos adhérents du coup des solutions de formation qui nous semblent adaptées et cohérentes. Et ces partenariats nous sont au seul bénéfice de nos adhérents, où ils ont une remise ou une solution qui est faite pour eux, et ce qui leur permet de répondre à toutes leurs obligations de formation, qu'elles soient continues ou initiales. On a aussi des partenariats sur la partie RC Pro, puisque du coup, dans les courtiers, vous avez les anciens qui ont déjà leur contrat, mais on a aussi des nouveaux qui se lancent dans le périmètre. Et donc, il nous avait semblé nécessaire aussi de pouvoir leur proposer des partenariats sur le volet RC professionnel. Et le dernier volet de notre mission, c'est la partie statistique, où du coup, on recueille auprès de nos adhérents des données sur leur activité. Donc ça va être le pourcentage du chiffre d'affaires, les fournisseurs, les produits proposés. Et donc nous, on a fait le choix de l'intégrer directement dans notre système d'information. Comme ça, ils ont un seul espace pour tout faire. Bon, c'est parfait. Merci de ces précisions, Lydie. Vous l'aviez un petit peu évoqué tout à l'heure, Isabelle, l'actualité nous a un petit peu rattrapé sur les associations. Oui. On a constaté deux retraits récents. Deux retraits d'agrément qui sont par l'autorité. Alors, on se rappelle, effectivement, 1er avril 2022, donc 2024, forcément bilan qui sont faits par les autorités. Et effectivement, par un communiqué de presse qui a été publié le 16 avril 2025, la CPR a fait savoir au marché que 2 associations professionnelles agréées par ces services en avril 2022, en mars 2022, avaient fait l'objet d'un retrait de l'agrément. Alors, il s'agit uniquement... C'est quoi les raisons du coup ? D'un problème de représentativité. D'accord, c'est les fameux 10% dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. En fait, là, on est vraiment sur, j'allais dire, une application purement mécanique de la législation. On n'est pas sur un problème de service, un problème de qualité du service rendu par ces associations. Malheureusement, ces 2 associations, donc il s'agit de la compagnie des IAS et de l'AFIB, sont des associations qui n'ont pas atteint le seuil de représentativité qu'elles devaient atteindre donc en mars 2024, mécaniquement 2 ans après. Et malheureusement, de ce point de vue-là, la législation est tout à fait binaire, en fait. Vous n'avez pas le seuil, l'autorité retire l'agrément. Le texte ne prévoit pas de capacité autre que celle-là. Donc, du coup, effectivement, il est important de signaler à nos auditeurs, pour ceux qui seraient concernés par ces problématiques. Donc, qu'est-ce qui se passe, oui. Qu'il y a un dispositif qui est prévu, donc que le communiqué de presse d'ailleurs lui-même redit. Donc, la décision prend effet, en fait, à compter du 11 juillet 2025 et du 12 juillet, donc pour la compagnie des IAS, parce qu'en fait, c'est à compter de la notification de leur retrait. C'est 3 mois. Dans les 3 mois, effectivement, qui suivent, les adhérents doivent trouver une association professionnelle agréée qu'ils doivent impérativement rejoindre. J'insiste auprès des gens qui nous écoutent. Là, il ne faut pas réfléchir. Il faut y aller et il faut faire le choix d'une autre association. Donc le choix est libre. On rappelle que l'adhésion est obligatoire, mais on va dans l'association que l'on souhaite rejoindre. Et c'est donc 11 juillet pour la compagnie des IAS et 12 juillet pour l'AFIB. La date limite. Donc, j'allais dire, ça va un peu tomber pendant les congés. Il serait utile que les personnes qui nous écoutent ne s'y prennent pas au dernier moment. Ce d'autant que beaucoup d'associations que je côtoie au quotidien me disent que ça va leur faire un volant de travail important pour enregistrer ces adhésions et que elles n'ont pas forcément les équipes. Ce sont des associations, elles n'ont pas pléthore de personnel. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on va aussi... faciliter le travail conjoint d'associations qui vont accueillir tous ces adhérents. D'après ce qu'on comprend, il y en a à peu près 3000, 3500 en tout. Ça fait quand même une masse importante de petites entreprises. Donc, effectivement, le message qu'on peut passer aujourd'hui, c'est il faut vous occuper. Pour ceux qui seraient concernés, qui adhéraient en tant qu'IAS, c'est parce que c'est juste l'agrément IAS qui a été retiré et non pas les agréments IOBSP. Donc, ces associations gardent leur agrément pour cela. D'accord. Si ce n'est effectivement qu'elles n'ont pas... Enfin, on verra ce qu'elles disent sur la capacité qu'elles ont à poursuivre leur activité. Donc dépêchez-vous, pour ceux qui sont concernés. Daisy, de votre côté, vous avez des consignes peut-être à transmettre à nos auditeurs qui, ils ont des choix à faire. Ils ont la liberté, vous l'avez dit Isabelle, de choisir l'association.
Qu'est-ce que vous leur diriez pour rejoindre India? Alors déjà, rejoindre India, c'est déjà une bonne chose. Bonne décision. Mais néanmoins, du coup, ils peuvent déjà se renseigner, parce que du coup, on est à J-2 mois, de pouvoir regarder les autres associations, les services qu'elles proposent, là où du coup, ils se sentent le plus à l'aise. Côté India, nous, on a une équipe support qui sera dédiée, donc qui ne sera pas déstaffée même au mois de juillet. Donc, on sera en capacité de les accueillir. Sachant que de notre côté, tout le processus est dématérialisé. Donc, il y a quand même après derrière des contrôles. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte sur notre capacité à les accompagner. Mais effectivement, le préalable, je pense que c'est le bon moment de prendre contact avec nos équipes pour déjà nous connaître, savoir ce que c'est India, comment ça fonctionne, les éléments qu'on va leur demander, et effectivement de pouvoir anticiper pour que, avant le 11 ou le 12 juillet, eh bien du coup, l'association qu'ils rejoindront, par exemple India, soit en capacité de transmettre à l'ORIAS tout de suite cette nouvelle adhésion de façon à éviter tout quiproquo et suppression d'inscription. On sait combien ça concerne de... Oui, tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'en ai qu'à peu près 3000 personnes, 3500 personnes, enfin, personnes physiques ou personnes morales. Et comme le précise Daisy, c'est important que les gens le sachent, si jamais les personnes ne rejoignent pas d'association, il y aura effectivement des commissions qui vont se tenir à l'ORIAS à la rentrée. Malheureusement, on aura aussi un effet très mécanique à la situation. S'il n'y a pas d'association, il y aura radiation du registre. Donc là, il est vraiment important que les personnes qui nous écoutent soient sensibilisées à ce sujet et fassent le nécessaire pour, si bien entendu elles sont concernées, si elles sont adhérentes à l'India, elles n'ont rien à faire. Mais si elles sont adhérentes à ces associations AFIB ou compagnie des IAS, il faut qu'elles se préoccupent. Alors les associations elles-mêmes ont communiqué sur les réseaux et évidemment accompagnent de façon très sérieuse leurs adhérents. Donc il ne devrait pas y avoir de difficultés, mais on connaît bien le sujet, puisqu'on a quand même, nous, presque 40 ans d'expérience maintenant dans ce domaine. Il y a toujours des gens qui débarquent, j'allais dire, au dernier. Ah bon, mais je n'étais pas au courant. On a beau avoir beaucoup de communication, donc finalement, c'est pas inutile qu'à l'occasion de cette émission, on communique davantage. On le rappelle. Il y aura un coût. L'association, ils paieront 2 fois, du coup. Ils ont payé 2025. A priori, non. A priori, les adhésions. Pour l'instant, tout ça n'est pas encore acté. C'est pas encore acté. D'accord. Dans certains cas, certains ont dit que non. On espère quand même que les gens, les adhérents, effectivement, ne seront pas pénalisés de cette situation-là. Parce qu'ils ont payé leurs adhésions 2025, auprès de l'association qu'ils ont rejoint. Voilà. Ok. Au quotidien, il y a Daisy, donc comment ça fonctionne? Vous nous avez rappelé la phase de création, maintenant on est en 2025. Alors, côté India, déjà pour revenir sur les ressources, parce que dont parlait Isabelle, nous c'est 11 collaborateurs, moi compris. Ça se divise en 2 pôles. Donc un pôle adhésion avec des chargés d'adhésion qui accompagnent les adhérents dans la première partie. Ce que c'est India, l'accompagnement, les services. Elle les accompagne dans cette première déclaration et collecte d'informations. Et ensuite, on a un pôle vérification avec 6 juristes et un superviseur. Donc, sur la partie vérification, on a fait le choix d'avoir que des juristes. Comme ça, ils font et vérification et accompagnement, réponse aux questions. Donc, pour les deux, on a fait le choix d'avoir une permanence téléphonique, puisque du coup, c'est toujours plus facile, quand on a une inquiétude, de prendre son téléphone et d'appeler, plutôt que d'attendre la réponse à un mail. Donc, on a 2 supports, l'adhésion et la vérification. Après, les deux se parlent quand même, échangent. Et le fil rouge de notre accompagnement, nous, c'est vraiment la montée en compétences et la satisfaction de nos adhérents, qu'on mesure. Chaque appel, chaque mail, du coup, fait l'objet d'un questionnaire satisfaction. Donc, j'invite nos adhérents et nos futurs adhérents à répondre à ce questionnaire qui nous aide dans l'amélioration de nos process. Et donc, on arrive à peu près à un taux de satisfaction à 90%, sachant que on a été, pour 2025, du coup, assez sollicité dans le cadre du renouvellement, mais tout s'est très bien passé. Pour vous donner quelques chiffres, sur uniquement l'année 2025, on a enregistré 7100 appels, principalement de l'appel entrant, donc 7100 appels entrants et 5200 appels sortants sur nos 2 lignes. Tous nos appels téléphoniques, du coup, sont retraités dans un délai de 24 heures si ça peut arriver, du coup, tout le monde est en ligne. Et pour ces appels téléphoniques, on les passe aussi dans le cadre des vérifications. Donc, c'est-à-dire que tous nos échanges sont principalement par mail, nos collectes d'informations, mais tout ça est complété d'un appel téléphonique pour expliciter, puisque du coup, il y a la réforme du courtage, mais il y a aussi pas mal de pédagogie à faire pour expliquer pourquoi on demande ces pièces-là et à quel moment. Et pourquoi ils sont en phase de vérification. Voilà, tout ça est
parfaitement aléatoire. On essaye de tenir peu ou prou nos 20%. Et donc, avec nos 12 000 adhérents, on ambitionne à peu près de faire 3 000 vérifications sur 2025, sachant qu'on a un peu de retard compte tenu de la mise en œuvre de 2023, pour atteindre nos 100% d'ici 2027 en termes de vérification. Comment ça se passe? L'adhérent reçoit un mail un petit peu avant quand il... Exactement. En fait, on a des campagnes, donc on les fait tout au long de l'année. La collecte se fait par mail. Ensuite, s'ouvre un délai de 3 semaines avec une relance à mi-parcours, un appel téléphonique, des demandes d'informations complémentaires le cas échéant. Ensuite, il y a une phase d'instruction de notre côté, qui est plus ou moins longue selon les dossiers aussi, puisque du coup, plus vous avez de collaborateurs, plus il y a de documents. Donc, mécaniquement, ça prend plus de temps. Et ensuite, il y a soit une conformité complète premier coup, soit s'ouvre une période de remédiation de 2 mois. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'est parfait. Merci de ces précisions, Daisy. Alors, on a un petit peu de recul, pas beaucoup, mais on a quand même presque 3 ans maintenant. Isabelle, est-ce que ça a un peu changé les pratiques professionnelles? Qu'est-ce que vous remarquez? Je le constate. Alors, est-ce que... il n'y a pas d'unité de mesure fine, mais dans l'expérience que nous avons du suivi des distributeurs en général, et donc de ces populations qui sont concernées, nous constatons quand même un changement d'approche de tous ces professionnels. Il y a quand même une montée en compétences qui est là. On doit quand même le constater. D'abord, les vérifications ont démarré dans toutes les associations, et donc le jour de la vérification, on est quand même là pour le coup confronté à son dossier. Est-ce que j'ai les bonnes pièces au bon endroit? Il y a aussi je trouve un changement aussi j'allais dire de mindset, d'état d'esprit, le sentiment que oui, travailler de façon professionnelle, être organisé, respecter les règles est un facteur de crédibilité et de confiance de la clientèle. Nous, on le constate effectivement. Alors, c'est encore difficile pour beaucoup, et c'est là où les associations, je pense, ont vraiment un rôle absolument énorme à faire, c'est-à-dire dans la pédagogie, dans l'explication, parce que malheureusement, ces législations, elles ont quand même 20 ans, mais pour beaucoup d'acteurs encore, elles sont ignorées, elles sont méconnues. Et quand je dis méconnues, c'est pas, on connaît pas bien le pourquoi. Elles sont méconnues vraiment. On ignore qu'il faut avoir une formation initiale, on ignore qu'il faut avoir de l'honorabilité et remplir des attestations d'honorabilité. On ignore qu'il y a un dispositif de garantie financière. Et là, on est vraiment sur du b.a.-ba, j'allais dire. Je ne parle pas des autres sujets dont on a l'occasion de parler dans cette émission, Jean-Luc, et qui restent encore pour beaucoup des choses assez compliquées. Donc, j'ai quand même le sentiment, moi c'est en tout cas mon credo, que ces associations, elles étaient essentielles à ce secteur, ils sont beaucoup trop nombreux, et qu'elles commencent à mettre en avant, et à creuser finalement un sillon qui est plutôt très, très vertueux pour professionnaliser toutes ces populations. Et les accompagner. Les accompagner au quotidien, ce qui est fondamental. Beaucoup n'ont pas de moyens, sont des petits qui travaillent seuls, parfois très isolés. S'il n'y avait pas l'association pour de temps en temps les appeler, dans le cadre d'une... Et puis surtout eux-mêmes avoir cette possibilité, je pense effectivement qu'il serait assez, voire illusoire de penser que compte tenu de la complexité de ces législations dont on parle très souvent ici, sur ce plateau, ce serait mission impossible en fait quelque part. Donc ces associations, elles ont quand même leur vertu de ce point de vue-là, et je pense que les résultats commencent à se sentir. On va voir justement deux sujets dans cette deuxième séquence que nous abordons, liés à l'autorégulation, la formation continue. Oui, le nerf de la guerre. Temps, et le dispositif de garantie financière. Sur la garantie financière, Isabelle Monalafin. On a une actualité sur la garantie financière. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré cette émission. Pour dire la vérité, avec Daisy, nous avons travaillé assez longuement toutes les deux sur ces sujets les mois derniers. Puisque, donc, la règle, de nouveau, on est là pour rappeler les règles. Il y a un texte dans le Code monétaire et financier et dans le Code des assurances. Les textes sont dupliqués. Les statuts sont effectivement rigoureusement les mêmes. Si ce n'est que la garantie financière concerne quasiment pas les IOB. Les intermédiaires en bancaire n'encaissent pas de fonds pour le compte des banques. Il y en a très très peu. Donc, Daisy, je crois, confirmera ce que je dis. Donc, en fait, le dispositif de garantie financière est surtout l'affaire des courtiers. Des courtiers d'assurance en particulier. C'est l'article L512-7 du Code des assurances qui oblige un courtier qui encaisse des fonds pour le compte d'une compagnie d'assurance d'abord à se déclarer au registre de l'ORIAS. Moi, j'ai souvent des clients, quand on va sur le registre de l'ORIAS, on vérifie, n'est pas autorisé à encaisser des fonds, et en réalité, il le fait. Et il ne l'a pas déclaré. C'est la première des choses. Vraiment, il faut... Est-ce que oui ou non, il y a de l'argent qui ne m'appartient pas, qui transite sur mes comptes bancaires? C'est pas une histoire de sexe des anges, c'est oui ou non. Donc,
La plupart du temps, effectivement, c'est oui, alors qu'on nous dit c'est non. Donc quand c'est oui, on dit qu'on le fait. Pourquoi ? Parce que si la clientèle doit le savoir, la clientèle qui verse de l'argent, qui verse sa prime, elle doit savoir que le courtier à qui elle verse son argent, eh bien, en parallèle, est garanti pour cela. Toutes les professions réglementées qui ont des fonds confiés, qui transitent sur leur compte bancaire, doivent avoir un dispositif de garantie financière. Donc c'est une garantie à première demande, c'est une forme de caution juridiquement, on peut appeler ça comme ça, c'est pas une caution, c'est une garantie à première demande, mais c'est pas à peu près pareil. Elle est donc souscrite, cette garantie financière, en parallèle de façon obligatoire auprès d'un garant financier. Beaucoup de compagnies d'assurance sont agréées pour le faire aussi, donc la plupart des adhérents des associations en fait ont leur RC Pro et une garantie financière délivrée par la compagnie d'assurance. Ce dispositif prévoit un minimum de 115 000 euros de façon légale, mais c'est là où le dispositif se complexifie, dans l'hypothèse où l'encaissement se fait sans mandat de la compagnie. Je l'ai fait parce que mon client m'a donné l'échec, il l'a mis à mon nom, parce que je suis son courtier, et il pense en payant le courtier qui paie la compagnie, ce qui était très courant, ce qui reste encore courant, notamment dans le courtage de proximité. Eh bien, il faut que le courtier fasse le calcul des 2 mois d'encaissement lissant, c'est-à-dire moyen qu'il a sur 2 mois d'activité, et il doit introduire dans son besoin de garantie financière ces montants encaissés sans mandat express de compagnie. Alors historiquement, Jean-Luc, on a eu un vrai sujet avec l'autorité dans les années 2014-2015, au moment des premiers contrôles, parce que les autorités se sont rendues compte que, quand bien même les compagnies délivraient les mandats, ils n'étaient pas bien rédigés. Et on s'est beaucoup focalisé historiquement sur le mandat express d'encaissement des cotisations et des taxes. Et donc, tout un volet de contrôle a eu lieu. On a mis en place avec les autorités des expressions, des formules et des modèles ont été circulés sur le secteur pour pouvoir effectivement accompagner les courtiers qui avaient beaucoup de partenaires. Et ça a été tout un travail important chez les courtiers pour inventorier les partenaires concernés, vérifier que les mandats étaient rédigés comme il se doit et comme le souhaitait l'autorité, pour que derrière, on a mis en place des modèles de petites calculettes, on mettait le montant qui était collecté pour le compte de cette compagnie, on regardait la convention, y a-t-il oui un mandat ou non, ou y a-t-il pas, le mandat est-il mal rédigé? Si c'est oui, on exclut de l'assiette de calcul de la garantie financière le montant, si c'est non, eh bien on l'inclut. Et en fait, bon an mal an, le dispositif s'est mis en place de façon claire. Donc la règle, c'est que quand j'ai un mandat express, et c'est bien cette expression qu'on doit retrouver, je suis expressément mandaté pour procéder à l'encaissement, à la collecte des primes et des taxes. Là, j'ai pas de sujet, je peux effectivement évincer les montants que j'encaisse du bon dispositif. Récemment, s'est posé la question du règlement des sinistres. Et donc de la mise à disposition par les compagnies d'assurance de fonds de roulement, c'est-à-dire de sommes que la compagnie va mettre à disposition du courtier sur son compte bancaire, mais exclusivement dédié au règlement des sinistres. Et à nouveau, on a eu un appel de l'autorité, en tout cas une alerte des autorités, enjoignant les associations à prendre une position historique consistant à dire, ces fonds de roulement doivent être systématiquement inclus dans le dispositif. Alors évidemment, ça a créé un petit peu des mois, je suppose, parce que les fonds de roulement chez certains courtiers sont extrêmement élevés. Et effectivement, in fine, ce qui s'est passé pour l'encaissement s'est passé également pour la gestion de sinistres. C'était surtout un problème de formulation des conventions à l'étude qui ne s'avéraient pas aussi rigoureuses qu'elles ne l'étaient pour l'encaissement des primes. Et du coup, aujourd'hui, de la même manière que pour l'encaissement des primes, les courtiers doivent également vérifier que leurs mandats express de règlement des sinistres doivent être parfaitement rédigés. Et les autorités demandent que on vise également ces fonds de roulement dans ce dispositif. Donc en réalité, il faut que les courtiers aient un mandat express de règlement de sinistre, un mandat express pour recevoir des fonds de roulement exclusivement dédiés au règlement des sinistres, que ces fonds de roulement fassent l'objet d'une convention dans laquelle le courtier s'engage à les restituer avec une reconnaissance de dette, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'accord, et qu'il n'y ait pas de possibilité de compensation de ces fonds avec les commissions qui seraient dues au courtier. Alors, modulo ce qu'on appelle la compensation légale, si j'ai une créance certaine et inéligible de commission et que je dois un fonds de roulement, là,
il y a un article du Code civil qui est impératif et qui est d'ordre public, je peux procéder à une compensation légale. Mais on ne peut pas, entre guillemets, retenir son fonds de roulement en disant à la compagnie, à la fin d'un partenariat, tu me dois des commissions, donc je ne te paierai pas ton fonds de roulement. Et là, effectivement, une démarche assez sérieuse, assez structurée des autorités à l'égard des associations professionnelles a été entreprise pour que ces dispositifs soient vérifiés. Du coup, il y a des vérifications actuelles des associations et qui, maintenant, imposent effectivement cette rigueur également sur le volet gestion de sinistres. Alors, juste une petite information complémentaire, les fonds de roulement sont des sommes qui sont versées par les compagnies d'assurance dans l'esprit exclusif de régler les sinistres. Il faut éviter de les confondre avec les avances de trésorerie, qui peuvent éventuellement avoir lieu pour d'autres sujets, financer, je dirais, un compte d'exploitation, des activités de prospection, permettre effectivement au courtier de pouvoir gérer une délégation. Là, on est vraiment sur la somme mise à disposition du courtier dans le but exclusif de régler les sinistres. Bon, ça semble un petit peu contraignant tout ça quand même, d'une certaine façon. Ça l'est, c'est un calcul très contraignant. Mais néanmoins, c'est nécessaire. Surtout quand on a beaucoup de partenaires. Quand on a beaucoup de partenaires. Daisy, de votre côté, vous voulez rajouter quelque chose sur cette garantie financière ou peut-être évoquer les consignes d'Endia en la matière? Juste un tout petit point de rappel, puisque du coup Isabelle évoquait le fonds de roulement. Nous, c'est des informations qu'on collecte à l'adhésion. Ça fait partie, c'est dans le décret de la réforme du courtage. Donc nous, on collecte les sommes encaissées dans le cadre d'un mandat, hors mandat, et on collecte aussi l'information des fonds de roulement. Alors, pour beaucoup, nous, on a quand même pas mal d'adhérents qui confondent, pour certains, ou qui s'interrogent sur le fonds de roulement, ce que c'est. Donc, effectivement, les fonds de roulement sont à ne pas confondre avec le besoin en fonds de roulement. Enfin, voilà, une donnée comptable qu'on a à peu près tous en tête. Voilà, c'est vraiment les fonds de roulement. Donc, ces derniers peuvent être à zéro. Tout le monde n'a pas de fonds de roulement. Voilà, c'est pas une mauvaise réponse que de mettre zéro dedans. Et donc, nous, notre outil nous permet de faire... donc, on a intégré une calculatrice de garantie financière pour s'assurer dès l'adhésion et au moment du renouvellement que le besoin en garantie est cohérent avec les informations qui sont déclarées. Donc ça, c'est déjà un premier test que les adhérents peuvent faire. Après, ils peuvent le changer pour voir. Voilà, cette calculatrice est mise effectivement à leur disposition. Pour pouvoir s'assurer de tous ces points-là. Et ensuite, le deuxième point, c'est que nous, on propose et on conseille, plus qu'on ne recommande, on conseille plutôt de mettre en place des mandats ad hoc pour l'encaissement des primes, le règlement des sinistres. Comme ça fait un document à part, qui pourra nous servir effectivement dans le cadre de la vérification, puisque dans le cadre de la vérification... Alors comment ça se passe concrètement justement, cette vérification? Déjà, le premier point, avant de partir sur les aspects plus techniques, c'est que la vérification sur la garantie financière concerne aussi bien des adhérents qui encaissent que des adhérents qui n'encaissent pas. Donc nous, on regarde effectivement leur yes, ça nous donne un indice, mais on doit quand même s'assurer que la non-autorisation d'encaisser des fonds figurant à leur yes est cohérente avec l'activité. Donc, on demande à nos adhérents, donc c'est la grille de vérification qui a été élaborée, plusieurs éléments. Donc, ça peut être le bilan, un extrait des grands livres classe 4 et 5, ou on fait appel à un tiers de confiance. Pour ceux qui en ont un, il n'y a pas d'obligation. Une attestation, du coup, d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, s'il y a lieu. Et donc, nous, on a mis en place une attestation type, du coup, que le courtier va télécharger, remettre à son courtier, à son expert comptable, lapsus, où l'expert comptable, du coup, détaille les sommes encaissées sur les 12 derniers mois. S'il peut faire le distinguo entre le mandat, encaissé dans le cadre d'un mandat express ou d'un mandat non express. Et donc, ça nous permet à nous, après, en vérification, de pouvoir détailler, mandat par mandat, le caractère express. Donc, on rentre dans l'assiette, on sort de l'assiette, etc. Et ça permet d'éradiquer les déclarations malheureusement inexactes ou le courtier qui ne s'est pas rendu compte qu'il a fait transiter des fonds sur son compte bancaire et qui malheureusement n'est pas dans les clous au niveau du registre et donc de la garantie financière. Et ils ne sont pas réticents un petit peu les courtiers à vous transmettre tout ça, non? Alors ça peut, c'est pour ça qu'on préconise plutôt le mandat ad hoc. Ça nous permet de ne pas avoir toute la convention où il y a comme une convention, beaucoup d'articles et de dispositions qui n'intéressent pas notre vérification. C'est une demande du secteur, effectivement, et il y a effectivement des modèles qui sont proposés pour finalement isoler ce dispositif de l'ensemble des conventions, ce qui permet aussi, en matière de vérification, de ne pas avoir toutes les conventions qui sont souvent très volumineuses et qui n'intéressent pas l'association, et d'avoir un document, une annexe dédiée à ce dispositif. C'est d'ailleurs en matière de contrôle est plus facile, et puis c'est comme ça on vérifie que toutes les terminologies
méthodologies sont bonnes, effectivement. Voilà, après, il y a plusieurs types. Il y a les lettres de confort, les mandats ad hoc. Après, il faut quand même rappeler que toutes les informations que nous collectons sont confidentielles. C'est-à-dire que les collaborateurs d'Endia sont soumis à confidentialité. Le conseil d'administration, le président, n'ont pas accès aux informations. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est pas des informations qui ont vocation à être divulguées. Donc, nous, on fait un premier état des sommes. Donc, on calcule l'assiette. Et puis ensuite, si la garantie financière, du coup, souscrite par l'adhérent n'est pas... Et en fait, après, il y a une procédure de remédiation. Souvent, c'est un mandat. Soit on n'a pas eu le bon document, parce que du coup, souvent, c'est avenant. Enfin, il y a pas mal d'avenants. Ou on passe en phase de remédiation. Donc, et c'est là où le mandat ad hoc prend tout son sens. C'est de pouvoir, cette fois, faire sortir les fonds, puisque du coup, le mandat express est signé. Que ce soit dans le cadre de règlement de sinistre ou d'encaissement de primes. C'est la même chose sur les fonds de roulement. Donc ça, c'est la procédure de remédiation. Donc il y en a deux. Soit on signe un mandat express avec la compagnie, soit on augmente sa garantie financière. D'accord. Pour le futur, parce qu'on ne peut pas remédier pour le passé. Et au final, on vous envoie une attestation, enfin le courtier vous envoie une attestation comme quoi tout est Il a un avenant à sa convention, alors entre-temps, voilà, exactement. Et là, pour cet axe-là, parce que du coup, il y en a plusieurs, et bien là, du coup, on met un feu vert. Un feu vert. Alors, entre-temps, il y a la lettre de confort qui peut être, j'allais dire, temporaire pour, j'allais dire, couvrir un besoin. Je donne un exemple, mais qui est assez marginal, mais qui existe. Lorsque le montant est très important, au-delà de plusieurs millions d'euros, il est très difficile sur le marché de trouver un garant. Donc, lorsque les courtiers sont confrontés à des besoins qui dépassent des dizaines de millions d'euros, il est évident que la première démarche qu'ils font, c'est aller voir l'organisme pour avoir ce qu'on appelle une lettre de confort, ce que vous ferez votre banquier pour vous dire, voilà, je vous confirme que vous avez une autorisation sur ce montant, mais cette lettre de confort n'est que temporaire. Je rappelle à nos auditeurs que c'est d'une durée générale, non, voilà. C'est quoi ça dépend. 6-8 mois. En fait, le problème que nous avons dans la pratique, c'est que c'est très long. Les processus de signature de conventions avec les organismes sont souvent particulièrement longs. D'où aussi l'intérêt d'une émission comme celle-là pour diffuser une information qui aille toucher également les organismes et qui doivent être sensibilisés au fait que c'est pas pour les embêter qu'on va les voir, c'est pas pour les embêter qu'on est très très maniaques sur le libellé, c'est que les autorités et les associations, puisqu'elles demandent à ce que ça soit clair. Demandent à ce que ce soit rédigé comme tel. C'est une protection pour nos auditeurs, faut qu'ils le sachent. C'est pas non plus pour les embêter non plus. C'est que si tel n'est pas le cas, le garant n'interviendra pas d'une certaine manière. Et on sait que s'il y a mandat express, c'est la compagnie qui est garante. Donc il y a une protection des intérêts du consommateur, de l'assuré. Et donc c'est dans l'intérêt finalement de l'opération et du secteur. Je pense que c'était bien de faire ce point sur la garantie financière. Le deuxième point qu'on voulait évoquer, c'est la formation. Isabelle, la formation continue, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les règles ? Ça, c'est un peu le point noir, j'allais dire, et le point vert. C'est-à-dire que c'est très vertueux, parce que cette formation continue qui a été introduite en 2019, elle a vraiment aujourd'hui porté ses fruits sur certains secteurs, nous le constatons, des professionnels, surtout de petite taille, qui sont mieux formés, qui prennent les choses en main. Donc je rappelle, c'est 15 heures pour le courtage, c'est 7 heures pour l'IOBSP immobilier, c'est des formations d'une durée raisonnable pour les autres catégories de crédit. Et c'est par an, Et c'est par an, donc ça revient tous les ans. Et c'est pas lissant, contrairement aux avocats. On fait 15 heures par an sur une année et on peut pas faire 30 heures sur 2 ans. C'est vrai que ce sont des démarches qu'on entreprend régulièrement auprès des autorités, de la Direction Générale du Trésor, pour essayer d'expliquer qu'une année on peut avoir plus de temps, une autre année moins de temps. Et ben c'est comme ça, pour l'instant, c'est 15 heures par an, point barre. Donc effectivement, on peut faire la formation en interne, dans son entreprise quand on est courtier, mais pour ce faire, il faut quand même être sérieux, il faut donc que ce soit fait par des gens compétents. Alors, historiquement, l'autorité demandait à ce que les gens soient de niveau 1, elle vérifiait aussi les supports de formation, il fallait avoir des convocations, il fallait avoir des feuilles... En fait, il fallait un peu objectiver la formation interne, sinon ça se fait auprès d'un organisme agréé, et voilà, ce sont les deux seules solutions effectivement qui sont possibles. Donc si on fait sa formation auprès d'un organisme d'assurance, il faut que l'organisme d'assurance soit agréé, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de formations qui peuvent être données dans les congrès, dans les manifestations professionnelles, qui ne sont pas forcément éligibles, et ça je le rappelle aussi parce que souvent... Il faut être vigilant sur le sujet. Et c'est donc ce que contrôlent les associations. Donc, comment ça se passe justement chez Endia pour le contrôle de cette formation, Daisy ? Pour la formation, déjà, il convient de distinguer. Donc, il y a l'assurance et le crédit. Donc, en assurance, pour rappel, du coup, ceux qui
pas pour tout le monde. Si vous êtes intermédiaire à titre accessoire, donc accessoire selon les 3 conditions, du coup, vous n'êtes pas concerné par la formation continue. Si vous l'êtes, du coup, il faut déjà, le premier job, c'est de pouvoir lister tous les collaborateurs qui sont concernés, puisque tous ne le sont pas, ce ne sont que ceux qui participent à l'activité de distribution. Et donc, pour ces collaborateurs-là, nous, on va venir regarder qu'ils ont bien fait les 15 heures, donc il y a le quantum minimum, et surtout que les heures sont adaptées à l'activité du collaborateur. Donc c'est pour ça que nous, on va demander, le cas échéant, un organigramme selon la structure, pour regarder le registre de formation, puisque ce registre de formation, ça vous permet d'avoir le suivi 2021, 2022, pour s'assurer que le collaborateur, il n'a pas fait la même formation chaque année, ou une formation très opérationnelle, pour qu'il y ait aussi un petit volet réglementaire et monter en compétences. Donc sur la partie registre de formation, nous, c'est quelque chose qu'on conseil à nos adhérents, et c'est d'ailleurs la prochaine évolution de notre système d'information, que de permettre à nos adhérents qui ont déclaré les formations de pouvoir télécharger un registre. Comme ça leur permet à eux de pouvoir suivre et de le compléter des heures de formation. Et donc sur les éléments, donc au-delà de ces 2 éléments, on demande les attestations de formation. Oui. On peut demander également les contenus. Si sur l'attestation, vous avez un thème qui est... très générique. DDA, par exemple. Voilà, formation éligible DDA, comme ce qu'on peut voir. Là, on va aller plus loin dans le contenu, sans pour autant demander les supports. Voilà, pour avoir plus d'éléments. Le programme, par exemple, peut nous aider... Et pour les IOB, c'est effectivement 7 heures DCI, plus des heures de formation par opération de banque. Donc, un intermédiaire en crédit qui fait de l'intermédiation sur la partie immobilier, donc c'est 7 heures. S'il fait un peu de regroupement de crédit, eh bien, du coup, il va falloir qu'il complète sa formation, qui doit être d'une durée raisonnable. Donc là, il appartient à l'intermédiaire de juger du quantum minimum de formation à réaliser selon les collaborateurs. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, il aura peut-être un besoin plus important, voilà, ou en cas de changement de la réglementation, par exemple. En complément de ce qu'on vient d'évoquer, Daisy, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres consignes que vous aimeriez peut-être évoquer en profitant de cette émission ? Alors, il y a peut-être le volet honorabilité. Donc, on a abordé quasiment tout sur l'honorabilité pour le rappeler. Donc, historiquement, c'était l'ORIES qui s'occupait des dirigeants, donc là, pas de sujet. En revanche, les collaborateurs, donc ceux qui sont formés... Donc là, on est sur l'honorabilité des collaborateurs. Hein. Exactement. Personnes qui ne doivent pas être sanctionnées pénalement sur des infractions financières. Hein. Donc ça peut être dans le cadre de leur activité de salarié, donc de courtier ou de mandataire, mais ça peut être aussi... le volet des infractions est quand même assez large. Hein. On va du vol à la fraude fiscale. Voilà, le spectre est assez large. Donc, il est nécessaire de le formaliser. Donc, c'est bien d'avoir confiance en son collaborateur, mais il faut le formaliser. Soit, déjà, c'est tous les ans. Donc, ça peut être à l'occasion d'un entretien annuel, d'échanges plutôt formels avec le collaborateur. Soit on lui demande d'aller chercher un bulletin numéro 3, parce que seul le collaborateur peut en faire la demande. Attention, le bulletin numéro 3, on ne peut pas le garder... toute la vie. Voilà, il faut le conserver pendant 6 mois, mais en revanche, il faut garder la trace du fait qu'on l'a demandé, on l'a reçu, et on a compris qu'il était vide, ou du moins qu'il consiste. Ou une attestation sur l'honneur à faire signer par le collaborateur. Là, on peut la conserver. Nous, côté Endia, donc on a repris... Donc vous avez un formulaire type sur... Exactement, l'attestation, sur laquelle on a rajouté quand même une notice introductive où on explique au collaborateur pourquoi. C'est pas intrusif de la part de l'employeur, c'est pour respecter... C'est une profession réglementée. Voilà, exactement. On ne voit pas de l'assurance ou du crédit comme des pains au chocolat. Donc, il est important, du coup, de pouvoir le formaliser. Donc là, oui, il faut le faire tous les ans et pas oublier... Avec tous les collaborateurs concernés. Exactement. Voilà. Faut le rappeler. D'autres choses à rajouter sur ce dispositif? On est dans le cœur je dirais, de la colonne vertébrale de la profession réglementée. Il faut que les gens qui nous écoutent le comprennent. Hein. C'est l'honorabilité et c'est la formation. On a souvent parlé sur ce plateau, Jean-Luc, de la RIS et de tout l'enjeu aujourd'hui de ce programme européen de réforme des directives sur le devoir de conseil. Un pan très important de ces directives et notamment des recommandations ACPR, je rappelle 17 juillet 2023, 21 novembre 2024, font un focus essentiel sur la formation. Il y a l'éducation financière du client, mais pour pouvoir bien éduquer ses clients, faut-il encore être soi-même formé. Donc, effectivement, nous, c'est un peu notre dada chez Astrée, parce qu'on constate très souvent que les gens négligent, ont l'impression de perdre leur temps. J'ai tendance à leur dire, vous ne perdez pas de temps parce que vous gagnerez en confiance, en productivité, en efficience, en intérêt. Et on sait que dans le travail aujourd'hui, dans l'activité professionnelle, quelle qu'elle soit, la quête du sens,
dont on parle très souvent, de façon très ésotérique, elle passe déjà par la compréhension des sujets. Et quand on est sachant, on est davantage motivé parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Donc effectivement, la formation continue, il faut y attacher beaucoup d'importance. Elle est très utile. Et c'est en fait 2 jours par an. Donc on peut quand même 2 jours par an s'arrêter, arrêter le téléphone et se concentrer sur un sujet. Les sujets sont alors multiples et variés dans le secteur. C'est vrai que nous défendons un élargissement des sujets. Depuis très longtemps, j'essaie de dire aux autorités, aux gens, j'aimerais que d'autres sujets puissent être éligibles, pas simplement la réglementation, peut-être des sujets peut-être plus d'information générale, de culture générale sur le secteur, des sujets de langue étrangère, des sujets qui soient un petit peu plus larges pour permettre d'avoir aussi des choix de sujets, parce que mine de rien, ça revient vite. C'est difficile parfois dans certains secteurs de trouver des sujets intéressants, mais je suis très attachée à la formation. On va terminer par la 3e séquence, c'est les engagements, les perspectives, les projets. Donc on a un petit peu évoqué ce point-là, Isabelle, tout à l'heure. Qu'est-ce que 3 ans après 3 ans après, c'est quoi le bilan sur l'apport du quotidien dans la vie du courtier? Au-delà de tout le positif qu'on a pu exprimer, moi je constate, je dirais, une marge de progression sur ce que j'appelle le multistatutaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des associations agréées aujourd'hui qui agissent tout autant en co-régulation AMF qu'en agrément à CPR. Et c'est pas toujours simple. C'est notamment le cas du CGP, le fameux Conseil en gestion de patrimoine, qui cumule le statut de CIF, le statut de courtier d'assurance, le statut de courtier en opération de banque ou service de paiement, le statut d'agent immobilier. Et on sait qu'on est dans un volet ou dans une direction de réglementation du secteur immobilier. Donc il va probablement y avoir une 3e autorité de contrôle qui va embrasser cette profession. Et du coup, pour ces associations, mais surtout pour leurs acteurs, c'est pas toujours évident, notamment sur la gouvernance, nous allons avoir des sujets sur la gouvernance multistatutaire, d'avoir des règles qui convergent. Alors, et sur la formation aussi, l'AMF n'a pas les mêmes positions que la CPR sur les problématiques de formation. Les programmes sont validés, c'est beaucoup plus structuré, en fait, quelque part. Donc, c'est vrai que les approches étant différentes, c'est pas toujours facile. J'ai remarqué pour les adhérents et pour les associations de pouvoir jongler avec ces sujets et de pouvoir apporter à leurs adhérents des bonnes solutions. Alors, bien entendu, les professions sont différentes. Elles ont des spécificités, mais il faut quand même des troncs communs, peut-être, je sais pas. Mais un peu de convergence ne nuirait pas à la performance. On est quand même là pour gagner sa vie et on n'est pas là pour mourir conforme. C'est un peu aussi un truc que je dis souvent, mais c'est pas faux. Et donc, si on me demande le papier bleu puis le papier vert, à un moment donné, je peux peut-être trouver un papier commun qui me permettra, moi, CGP, de pouvoir un peu faire converger les choses. Ça, c'est un travail à mener. Il y a probablement des marges de progression dans ce domaine. Il y a déjà des discussions sur ce sujet ou pas? On voit bien que actuellement, je fais un tour de France avec des CGP et on voit bien que sur des sujets liés à du réglementaire, on trouve des terrains d'entente, effectivement. Mais c'est pas toujours simple parce qu'évidemment, les métiers sont différents. Mais néanmoins, un CGP, il a quand même, notamment en formation, 47 heures à réaliser. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. L'avenir pour Ndia, Daisy, c'est quoi les perspectives en quelques mots? Juste pour reboucler, du coup, il y a effectivement des multistatuts, mais il est aussi important, nous on le voit dans nos adhérents, de respecter les spécificités de chacun. Du coup, certains courtiers ne font que du courtage, donc il est aussi important de pouvoir mettre en avant leurs spécificités qui peuvent, le cas échéant, ne pas être communes. Voilà, ne pas leur imposer beaucoup de choses alors qu'ils sont passifs, par exemple. Exactement. Et donc, les perspectives pour Ndia, c'est surtout l'accompagnement. Donc, maintenant qu'on a la partie vérification, où on a fait, nous, pas mal de campagnes de communication pour pouvoir l'expliquer, puis dédiaboliser. Du coup, on ne vient pas chercher la petite bête, c'est important. C'est la partie accompagnement et la mise en avant de tous les supports et les différents webinaires qu'on met à disposition de nos adhérents, justement pour expliquer... vulgariser parfois certains, moi j'apprends plein de choses, certains thèmes, donc nous on a mis en place des guides, des mementos, et puis qui sont faits par nos juristes, donc qui en plus sont en contact de nos adhérents dans le cadre de la vérification ou de la plateforme téléphonique, du coup qui rédigent, donc c'est eux qui ont souvent l'idée, certains guides et mementos pour l'accompagnement. Après, cet accompagnement, c'est aussi une histoire de redondance. Donc, nous, on met en place plusieurs newsletters, etc., etc. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver auprès de nos adhérents comme un réflexe. J'ai une question. Bon, dans le cadre de nos missions, il y a des éléments sur lesquels nous, on ne va pas. J'appelle mon association, je lui pose la question.
Voilà, ou je vais regarder dans la base documentaire, je vais me renseigner. Par exemple, pour les mandats, que vous soyez en vérification ou non, eh bien, du coup, faites un check, du coup, et puis interrogez-nous le cas échéant. Voilà, c'est plutôt de rentrer dans le paysage et pas seulement comme une contrainte. D'accord. Et puis dans le rapport avec les autorités aussi, peut-être être là, présente en permanence. De continuer du coup cette collaboration et que les grilles qui ont été mises en place puissent évoluer au fur et à mesure. Enfin voilà, du coup, nous, on apprend en marchant sur les vérifications et au contact de nos adhérents et de pouvoir continuer de collaborer pour être au plus près finalement de leurs problématiques sans pour autant mettre de côté la conformité. Hein. L'idée n'est pas de... Bien sûr. Avec ce réflexe que vous appelez de vos voeux, réflexe NDA. Exactement. À avoir. Isabelle Monalafin, pour terminer. Pour terminer, voilà, on rappelle à nos auditeurs qu'il y a des modèles disponibles sur nos sites, sur le site de l'NDIA, pour les accompagner donc, dans la préparation. On prépare sa vérification comme on prépare un contrôle, c'est la même chose. Donc si plus en amont, eh bien, ils peuvent se renseigner et se doter des consignes pour le dispositif de garantie financière et les règles en matière de formation continue, ils faciliteront effectivement les opérations de l'association. Et donc, elles sont disponibles à la fois sur notre site et également sur l'association professionnelle. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de notre échange fourni. Dense, nécessaire, je crois, 3 ans après, de revenir sur ce sujet de l'autorégulation. C'était utile pour tous et toutes. Merci Daisy Facchinetti de votre présence sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'NDIA, l'association agréée. Merci Isabelle Monalafin d'avoir suggéré ce sujet, de l'avoir préparé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous et à très très bientôt pour un prochain Le Droit de Savoir.